Corinne Jamard, Bruxelles, Belgique, le 12 mai 2020. Bonsoir Corinne Jamard. Bonsoir Karen. Comment vous sentez-vous et que ressentez-vous à l'heure actuelle? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Comme tout le monde, évidemment, on vit le confinement. Et pour moi, il y a peut-être quelque chose, je pense que pour chaque personne et chaque famille, c'est particulier. Moi, c'est peut-être particulier dans le sens que nous avons récupéré notre fille aînée de 26 ans qui est en situation de handicap. Elle a des lésions cérébrales et elle est autiste. Et donc, nous l'avons récupérée. Donc, cette situation, ce sentiment de confinement qui est pour le coup là réel, rejoint un sentiment d'enfermement que j'ai toujours connu avec elle. Parce que avoir un enfant comme elle, autiste, avec des gros soucis comportementaux, c'est s'enfermer déjà. On peut moins sortir, on peut moins voir de gens, on est victime du regard extérieur. Et donc, je n'ai pas été totalement désarçonnée, comme peut-être d'autres personnes, par ce confinement, parce que je le connaissais d'une autre manière, mais quelque part, je le connaissais, ce sentiment d'enfermement, ce sentiment d'être un peu seul au monde, enfermé entre quatre murs avec ses problèmes, ben je l'ai connu et je renoue avec ces sentiments-là. Et c'est assez étrange parce que ce sont des sentiments qui remontent à loin, dans le sens que ma fille a déjà 26 ans, qu'elle est allée, quand elle a eu 12 ou 13 ans, elle est allée dans un lieu de vie, en internat. Je la récupère le vendredi et je la reconduis le lundi. Mais donc, jusque-là, du lundi au vendredi, j'avais un sentiment de liberté et d'être quelqu'un de normal et qui vivait normalement comme tout le monde. Donc, en fait, je ne fais que renouer avec une situation que, quelque part, j'ai toujours connue, Alors d'une certaine manière. on va en reparler évidemment, mais la littérature et l'écriture occupent une place centrale dans votre vie. En quoi est-ce qu'elle vous permet à la fois d'affronter, mais aussi de transformer la réalité et surtout par ces temps-ci, par ces temps où, comme vous dites, vous êtes à nouveau enfermé. Est-ce que c'est une fenêtre vers le monde? Est-ce que c'est une évasion? Alors, pour le moment, non, pas du tout. Et j'aimerais tellement vous dire le contraire. Mais non, non. Ça a toujours été, comme vous dites très bien, une fenêtre, une échappatoire, une thérapie aussi, parce qu'il y a toujours pas mal d'autobiographie quand même dans ce que j'écris. Donc oui, ça m'a toujours aidé, mais parce qu'il y avait toujours eu la distance. Par exemple, le premier roman que j'ai écrit, c'était Emplacement réservé. C'était 8 ans après la naissance de ma fille. Et j'ai toujours écrit à distance. Le dernier d'ailleurs que j'ai écrit, qui est paru en mai, euh, il y a eu des événements qui sont intervenus pendant l'écriture de ce roman et donc c'était tellement fort que j'ai été obligée de l'intégrer dans le présent du roman. Et ça a été très compliqué parce que j'écrivais en je et je n'ai trouvé la solution qu'en passant à la troisième personne du singulier pour récupérer cette distance que je n'avais pas en temps. Donc j'ai toujours besoin d'une distance. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que de temps en temps, tout à coup, c'est comme la foudre qui me tombe sur la tête. Enfin, tous les écrivains connaissent ça. C'est tout à coup, paf, il y a un truc qui vous tombe sur la tête et il faut tout de suite l'écrire. Mais ce que je fais, c'est à l'état de notes. C'est tout ce que je peux faire. C'est vraiment, je m'excuse de la comparaison qui est peut-être un peu nulle, mais c'est comme si tout à coup je dois aller faire pipi, ben je vais faire pipi. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Quand il y a quelque chose, une phrase, une idée qui me vient en tête, il faut tout de suite que je l'écrive. Donc ça je fais, effectivement. Mais je n'arrive pas à me plonger dans un nouveau roman pour le moment parce qu'il y a toujours besoin de cette distance. Et en plus, comme j'ai récupéré ma fille, eh bien, très, très prosaïquement, j'ai juste pas le time. Donc, je peux juste travailler pour comment dire, ma partie, le boulot alimentaire, on va dire, puisque je ne vis pas malheureusement de l'écriture de mes romans ou de mes scénarios de BD.
Donc, j'ai un travail mi-temps et ça, bien entendu, je le fais. Mais je n'ai plus le temps pour autre chose puisque ma fille est là. Vous parliez de ce premier roman qui s'appelle Emplacement réservé, dans lequel vous parlez de cet enfant, de cette fille aînée qui a un défaut de fabrication, comme vous le dites toujours. Quel miroir est-ce qu'elle nous renvoie de notre société et particulièrement en ces temps-ci de coronavirus? Oui, c'est intéressant comme question et en même temps, j'ai tellement peur de faire une réponse qui ne lui rend pas justice et en même temps, je ne peux pas faire autrement en ces temps de confinement. Mais comme c'est une question que vous me posez dans ce contexte, je vais y répondre le plus franchement du monde. J'ai l'impression qu'on vit sous une espèce de forme de ce confinement. C'est aussi une forme de tyrannie, on va dire. C'est une espèce d'autoritarisme. Je ne le conteste pas. Hein, je ne suis pas du tout en train de contester le fait de confiner. Enfin, en tout cas, pas dans une certaine mesure. Mais du coup, cette espèce de tyrannie du rester chez vous me renvoie à la tyrannie de mon propre enfant. Parce que et je ne dis pas que c'est le cas de tous les parents ou de tous les enfants en situation de handicap, bien entendu. Mais dans le cas de ma fille, elle a toujours été assez tyrannique et dictatoriale du fait de son handicap. Quand, quand vous vous agenouillez tous les jours devant votre enfant handicapé, que vous lui mettez ses chaussures, que vous lui mettez ses chaussettes, que vous lui donnez à manger, que vous lui coupez ses aliments, que vous l'aidez à s'habiller, se déshabiller, que vous lui donnez sa douche, quand elle naît comme ça, quand elle naît bébé, mais pour qui est-ce qu'elle se prend à part la reine d'Angleterre? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, le rapport avec le confinement, c'est dans ce sens-là que je dis que ça ne lui rend pas justice, c'est que j'ai l'impression d'avoir la tyrannie à l'extérieur qui m'oblige à rester à la maison et la tyrannie à l'intérieur parce que c'est extrêmement dur de retrouver cet enfant, de retrouver cette tyrannie, de retrouver cette difficulté. Et voilà. Voilà. Et j'avais un petit peu, c'est pas que j'avais oublié, mais effectivement, on a le cerveau très plastique et on oublie, et c'est chouette qu'on oublie. Heureusement, on filtre les mauvais souvenirs, on a tendance à les oublier. Et là, ils reviennent, boum, en masse. Évidemment, elle est différente à 26 ans qu'elle ne l'était à 12-13 ans. Mais malgré tout, c'est extrêmement difficile à vivre parce qu'on retrouve tous les jours ce qu'on pouvait supporter chaque week-end, sachant qu'on avait la liberté d'être un peu normal du lundi au vendredi. Mais là, on l'a tous les jours, 24 heures sur 24. Et concrètement, ça se traduit dans son cas, ce qui est le plus difficile pour moi à gérer, c'est le fait qu'elle fasse du bruit tout le temps. Alors, Donc, c'est difficile de travailler, c'est difficile de tout faire avec un bruit de fond qui est... Oh. Voilà. c'est difficile aussi, c'est ce sentiment de solitude parce qu'on sent chez vous, et ça ressort dans vos livres, ça ressort souvent dans vos témoignages, c'est ce sentiment de colère envers les pouvoirs publics, parce que vous avez ce sentiment que les handicapés sont oubliés, abandonnés, négligés. En quoi est-ce que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec cette crise-ci? Alors, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui parce qu'on a, par exemple, beaucoup entendu parler, et je suis bénévole dans une association qui est très engagée et très militante par rapport à la cause du handicap, dans le sens qu'on n'est pas du tout dans la charité, mais au contraire dans le droit, parce que les personnes handicapées ont des droits qui lui sont malheureusement beaucoup niés. Et effectivement, on a su par différents témoignages de médecins ou d'infirmiers ou d'infirmières, que les personnes en situation de handicap, si elles étaient victimes du Covid, ne seraient pas prioritaires. Enfin, dans le sens prioritaire, il n'y a pas à prioriser des gens, mais à partir du moment où une personne handicapée vient avec le Covid, s'il faut choisir entre une personne valide et une personne handicapée, d'office, on ne se posera pas la question, ce sera la personne valide. Alors que tout le monde a le droit d'être soigné. Si on n'avait pas fait des coupes sombres dans les budgets
fait depuis des années à cause d'une directive européenne que tous les pays se sont joyeusement fait un honneur d'appliquer, tant la France que la Belgique, eh bien, on n'en serait pas là. Il ne faudrait pas commencer à choisir. Donc, effectivement, il y a évidemment cette peur-là. On a très, très peur. Donc, on vit très, très confiné parce qu'on a peur qu'elle l'attrape évidemment et que du coup, elle ne soit pas soignée de la même manière, avec le même regard que les autres personnes. Donc ça, évidemment, on a très peur. Alors, il y a autre chose aussi, c'est qu'elle est maintenant avec nous parce qu'elle est interdite de retour à son lieu de vie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est interdite? Parce qu'au moment du confinement, ben, elle était avec nous. C'était une semaine où elle était avec nous. Et quand j'ai rappelé le centre pour dire, bon, bah, on revient comme d'habitude, on nous a dit, écoutez, on préférerait que non. Alors, on nous a dit, bah, gardez-la 15 jours et puis on verra. Donc, on a dit, bon, bah, 15 jours, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Et puis, ça fait 2 mois. Donc, elle ne peut pas rentrer dans son lieu de vie. Donc, on a observé malheureusement une régression. Bon, je fais des tas de choses avec elle, évidemment. Je vais la promener, je fais moi-même sa kiné, mais elle n'a plus de contact, elle n'a plus de lien social. Elle avait un amoureux, enfin, elle l'a toujours. Elle a un amoureux là-bas, ben, elle peut plus le voir. Elle n'a plus ses séances d'orthophonie, elle n'a plus ses séances d'ergothérapie, elle n'a plus ses séances d'hypothérapie, elle n'a plus les ateliers beauté qu'il y avait dans le centre, elle n'a plus les ateliers cuisine, enfin, elle n'a plus rien de tout ça et elle ne peut pas réintégrer son centre, ce que je trouve assez stupide dans la mesure où les collaborateurs rentrent chez eux tous les soirs. Si elle est testée négative, pourquoi ne pourrait-elle pas rentrer? Pour moi, ça reste un grand mystère. Et encore, enfin, moi, je me considère encore relativement comme privilégiée, dans le sens qu'elle peut marcher. Donc, je peux aller, bon, elle marche comme ça, mais elle peut quand même marcher, donc on peut quand même faire des choses avec elle. Elle n'est pas verbale, mais elle communique en pointant un clavier AZERTY, pas un clavier d'ordinateur, ça c'est trop précis, mais un clavier AZERTY sur carton, tout simplement. Mais je pense à tous ces parents, à toutes ces familles monoparentales, parce qu'il y en a beaucoup. Et dans ces cas-là, c'est maman qui s'y colle. C'est encore plus difficile. Il y a des jeunes adultes de 25, 26, 30 ans en fauteuil roulant qui ont vraiment besoin de thérapie, de kinésithérapie, parce que c'est vital, mais vraiment vital au quotidien. Eh bien, eux, ils n'ont plus droit. Donc, ces situations-là enfin, qui sont, il y en a des milliers, c'est encore pire que celles que moi je vis. Et rien n'est fait, les pouvoirs publics ne s'expriment pas sur la question et voilà. Alors votre fille, c'est évidemment difficile d'être dans sa tête, comme vous disiez à l'instant, elle s'exprime à sa manière à elle. Qu'est-ce qu'elle comprend de la situation d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle comprend, de la vie qu'elle est en train de mener pour l'instant? Alors heureusement, elle comprend tout et ça aussi, c'est une bénédiction. Ça aussi, c'est un privilège. Elle comprend tout. Donc tout ce qu'on elle capte vraiment la situation. Bon, elle entend la radio, elle écoute la radio plutôt, elle écoute la télévision parce qu'elle ne la regarde pas. Elle a beaucoup de mal à regarder les images parce que comme elle est autiste, c'est de la surstimulation. Donc, c'est beaucoup trop difficile à gérer pour elle. Donc, elle fait ça automatiquement quand il y a la télé, mais ça rentre. Et il y a même trop qui rentre. Parce que les autistes, c'est une des caractéristiques, c'est qu'ils n'ont pas de filtre comme nous. Nous, on a une espèce de parapluie dans notre cerveau, comme si les mots étaient de la pluie. Et eux, et les autistes, ils n'ont pas ça. Donc, ils sont surstimulés en permanence et elle comprend très, très bien tout ce qui se passe. Donc, au moins, elle sait pourquoi elle ne peut pas réintégrer le centre, elle sait pourquoi je m'énerve parfois, elle sait pourquoi elle passe parfois 2 heures, parfois 3 heures isolée dans ma chambre avec de la musique parce que je dois travailler, que je n'ai pas le choix. Et ça, elle me dit, elle écrit, je préférerais être près de toi, mais je comprends. Voilà, ça, c'est malgré tout une chance.
Alors, vous êtes, à Bruxelles, en Belgique. La Belgique est l'un des pays les plus touchés au monde par le Oui. coronavirus avec, un nombre de victimes, incroyable proportionnellement à la population. Comment est-ce que vous diriez que le gouvernement belge et la ministre de la santé, qui s'appelle Magie De Blok, ont géré cette crise-là? Quel est votre sentiment par rapport à cela? Ben, mon sentiment, c'est que ça a été géré évidemment de manière lamentable et je ne suis évidemment pas la seule à le dire. Et je pense que c'est en partie lié aussi à la complexité de la Belgique. La Belgique est un pays de 11 millions d'habitants où il y a des niveaux de pouvoir exagéré par rapport au nombre d'habitants, ce qui fait que, en fait, j'imagine la Belgique comme un mur avec des tas de brèches et de trous dedans par lesquels s'infiltre le clientélisme, la corruption, le favoritisme, tous ces trucs-là. Donc moi, personnellement, j'estime ne pas vivre en vraie démocratie en Belgique, certainement pas. Et donc, à tout niveau de pouvoir, c'est des pouvoirs, des sous-pouvoirs, des sous-sous-pouvoirs, des sous-sous-pouvoirs, avec des tas de connexions, de conflits d'intérêts, de clientélisme, tout ça parce que les niveaux de pouvoir sont démultipliés et sont multiples et exagérés par rapport au nombre de la population. Alors, il y a aussi eu des coupes budgétaires très, très importantes au niveau de la santé, au niveau des hôpitaux. Mais qu'en est-il du budget et des moyens mis en œuvre pour les enfants et les adultes handicapés ou autistes? Ben, c'est un petit peu pareil qu'en France, hein. C'est un public qui est très négligé et les politiques ont toujours beaucoup d'années de retard sur les demandes de la société civile. Et finalement, je vais être un peu méchante, mais ce qui les intéresse surtout, c'est le pouvoir. Ils n'ont pas d'imagination. Et du coup, quand ils se mettent à bouger, c'est parce que la société civile a bougé. Donc, si les choses ont un petit peu bougé ces dernières années en Belgique, c'est grâce aux associations qui se battent pour la reconnaissance des droits des personnes handicapées et qui se battent vraiment en faisant des sit-ins, en faisant des manifestations, en faisant du lobbying politique, en se battant vraiment, en n'étant pas dans le « donnez-nous des sous ». Non, c'est des droits dont ils ont besoin, surtout, surtout. En Scandinavie, les personnes handicapées, on les voit même plus tellement qu'elles font partie du paysage. Il y a une véritable inclusion. Tandis qu'ici, on est encore dans la bataille. Mais il y a eu des progrès parce qu'évidemment, de temps en temps, il y a tout à coup un homme ou une femme politique qui est sensible à la problématique. Mais parce que ça part de la société civile. Ce n'est que si ça part de la société civile, que les pouvoirs publics suivront. Et c'est pareil sur tous les sujets, pas seulement le handicap, c'est valable pour le climat. Pourquoi, enfin, maintenant je passe peut-être un peu du coq à l'âne, mais pourquoi est-ce que dans les grandes surfaces, ils sont aussi cons et aussi tristes que ça? Corinne, on vous entend pas très bien. Vous nous captez Ah, maintenant? L'image est revenue? oui, oui, tout à fait. Et, Oui, oui, je oui. je voulais juste avoir le nom de l'association à laquelle vous contribuez parce que vous l'avez évoqué là tout à l'heure sans donner son nom. C'est le GAMP. C'est le groupe d'action qui lutte pour le manque de solutions et de place pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Il y a une autre lutte qui est importante parce que là, on a parlé des luttes sociétales, mais il y a aussi les luttes intimes évidemment, puisque, ben, il y a le couple, il y a la famille. Il y a, vous-même en tant que mère, en tant que femme qui êtes confrontée à tout cela. C'est quelque chose qui revient, dans tous les thèmes de vos livres, notamment avec, votre dernier roman autobiographique, Les replis, pardon, de l'hippocampe, aux éditions Bambou. Pourquoi est-ce que l'amour est tellement essentiel au sein d'un couple, au sein d'une famille pour faire face à cela? Ah, l'amour est une chose évidemment très compliquée et très fluctuante et chacun le gère à sa manière. Et c'est un petit peu ce que je raconte dans ce dernier roman qui est effectivement autobiographique mais avec une grande part de fiction puisque je disais tout à l'heure que j'avais eu besoin pour maintenir cette distance nécessaire à l'écriture, de passer à la troisième personne du singulier. Et le fait de passer à cette troisième personne du singulier m'a permis de fictionner un petit peu. Mais il est clair et même d'aller plus loin, parce que quand je disais je m'auto-censurais.
quand je suis passée à la troisième personne du singulier, je me suis autorisée des émotions que je n'aurais peut-être pas eues dans la réalité, mais que j'aurais pu avoir. Donc, il y a quand même une part de fiction dans ce roman. Et quand un couple a un enfant en situation de handicap, il le gère comme il peut. Il le gère comme il peut. Et ce que je raconte dans ce roman, c'est que le papa, lui, a eu besoin de s'échapper. Alors, il n'a pas eu besoin de s'échapper en se barrant, comme beaucoup de papas font. Désolée, messieurs, mais c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe plutôt que dans l'autre. Lui, il a voulu rester. Enfin, il n'a pas pris la décision, il est resté et il a tout à fait assumer sa fille, mais il a eu besoin d'aller. C'est la façon qu'il a trouvée. Et moi, j'avais rien remarqué. Et puis 20 ans plus tard, je l'ai appris. Et c'est ce que je raconte dans ce roman. Donc, je raconte la rupture, la séparation, le fait de se retrouver seul avec l'enfant handicapé et l'autre enfant, la cadette, qui elle va très bien. Et puis la réconciliation. C'est vraiment aussi le roman d'une explication, d'une enquête personnelle, intime et psychologique, et l'histoire d'une réconciliation et d'un pardon. Alors cette réconciliation, elle revient également dans vos livres puisque vous racontez souvent une réconciliation avec vous-même et vous m'avez dit un jour justement que votre fille aînée vous a appris beaucoup de choses, notamment à connaître vos limites ou votre capacité à surmonter les obstacles. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle nous apprenne à nous? Ouf, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle apprenne? Ce que je voudrais qu'elle apprenne au monde entier, comme toute personne en situation de handicap, c'est que la fragilité fait partie de notre humanité. Si tout à coup, autour de nous, il n'y avait plus de personnes fragiles, mais on deviendrait des monstres, tout simplement. Et on a beaucoup parlé du darwinisme social parce qu'on a lu à moitié Darwin. Mais dans l'origine des espèces et dans ces autres livres, il parle de mutualisation de l'aide. Et toute cette partie-là, à cause du néolibéralisme, à cause du capitalisme dans lequel on baigne malheureusement jusqu'au cou, eh bien, on a oublié cette partie-là. Mais depuis la nuit des temps, depuis toujours, les bactéries pactisent avec les microbes, avec les parasites, on a en nous des bactéries, on a en nous des virus. Et toutes les espèces, qu'elles soient bactériennes, végétales ou animales, se sont entraidées. Je ne sais pas moi, on voit des images d'oiseaux, je ne sais pas lesquels, qui picorent des insectes sur le dos des hippopotames. Le lion, quand il a mangé, il laisse passer l'antilope devant elle. On est dans une société de coopération qui est niée par notre époque actuelle et c'est bien dommage. Donc je crois que ce qu'une personne handicapée peut apprendre au monde qui est tout le temps dans la performance, c'est ce qu'on est à la base et comment est-ce qu'on a réussi à survivre, c'est en s'entraidant. Ça, si c'est un message que peut apporter les personnes handicapées ou malades ou fragiles, qu'importe, ça peut s'étendre à beaucoup plus. Ben voilà. Merci beaucoup pour ce très beau message, Corinne Jamar. Merci. Portez-vous bien et courage Merci pour beaucoup, vous aussi. Merci merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt.